Donc la Chine, c'est soit on est un nain malin, soit on est un monstre. Mais entre les deux, c'est très risqué. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Singapour Bonanza, une série de Scale-up Masterclass pour les CEO qui souhaitent accélérer la croissance de leur start-up en Asie-Pacifique. Je suis Julien Condamine, founder et directeur général de Co-Creation Lab, qui aide des entreprises grandes et moins grandes à réinventer le futur de leurs opérations. Je suis aussi depuis 4 ans un membre hyper actif du board de la French Tech Singapour, l'un des hubs d'affaires les plus dynamiques en Asie. Aujourd'hui, on est à One North, à 2 pas du Startup Launchpad, l'équivalent singapourien de la station F, au cœur de l'Innovation Corridor où se trouve également le quartier général global de Virtuose, une boîte de gaming fondée et dirigée par Gilles Langourieux, un Français qui en connaît un bout sur l'Asie puisqu'il y est depuis 20 ans. Nous allons profiter de son expérience sur le terrain pour mieux comprendre comment tirer le meilleur parti des spécificités de chaque pays d'Asie et monter sa structure régionale en fonction des forces de la zone. Nous tournons cette vidéo depuis Wessex, une zone résidentielle que j'aime particulièrement puisqu'elle abrite les fameuses Black and White de Singapour. Les anciennes casernes militaires anglaises transformées en appartements. On y trouve notamment beaucoup d'artistes au sein d'une nature exceptionnelle et d'un calme assez rare pour Singapour. Bonjour Gilles. Salut Julien. Tu vas bien? Très bien. Gilles, tu es le fondateur et CEO de Virtuose, une entreprise de jeux vidéo qui s'est créée il y a 15 ans en Chine, que tu as relocalisée il y a 3 ans à Singapour. Aujourd'hui, vous comptez plus de 2000 employés, c'est ça? Dans une dizaine de pays, dont la France. Vous avez un studio au Vietnam, vous venez d'en acquérir un aux US, vous en avez créé un nouveau au Canada. Et Virtuose travaille à peu près avec toutes les plus grandes boîtes de production de jeux vidéo dans le monde. Donc, assez incroyable. Ça fait aussi de toi, du coup, l'un des spécialistes de la création de boîtes de technologie en Asie. Et c'est exactement ce dont on veut parler aujourd'hui. Donc ça tombe très bien. Par contre, je te préviens, notre audience est beaucoup plus fan d'anecdotes de guerre que de contes de fées. On imagine que ça n'a pas dû être de tout repos. Tu as dû perdre quelques vies en essayant de passer les niveaux les plus difficiles du jeu. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que tu partages quelques-uns de tes hacks avec notre audience. En fait, même tous, on va essayer de découvrir ton playbook, de le décortiquer, de voler ta recette secrète ou en tout cas de la partager avec les prochains gamers. Alors peut-être que pour commencer, le plus simple, ce serait que tu nous donnes un petit résumé sur le parcours du Virtuose. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Avec plaisir, merci. Donc on a démarré Virtuose en 2004 en Chine, qui était un pays que je connaissais parce que quelques années auparavant, j'avais monté les premiers studios de jeux vidéo d'Ubisoft là-bas. En 2004, ma femme a été mutée là-bas, donc j'ai suivi. Et pour m'occuper, j'ai fait ce que je savais faire du jeu vidéo. À l'époque, il y avait une opportunité intéressante parce que les nouvelles consoles Xbox 360, PS3 allaient arriver sur le marché. Et on voyait que tous les studios se demandaient comment faire des jeux beaucoup plus gros. Et je me suis dit qu'en montant un studio en Chine et en le faisant grandir rapidement, on pourrait apporter une réponse à cette question de comment aider des clients à faire des jeux plus gros. Donc on a démarré avec cette idée en tête à Shanghai en 2004. Je crois qu'on est arrivé au bon moment, au bon endroit, et ça nous a permis de croître assez rapidement. Dès le premier trimestre, on avait des clients, on était profitable. Et c'est pour ça que, au bout de quelques années, après avoir atteint une taille de plus de 150 personnes à Shanghai, on s'est dit que Shanghai ne suffirait pas et qu'il fallait s'étendre dans d'autres villes. On a étudié différentes options en Chine et en 2008, on a ouvert un deuxième studio à Chengdu, ville qui est devenue notre plus grosse implantation. On a aujourd'hui à Chengdu plus de 700 personnes. On a continué de s'étendre. Une opportunité s'est présentée au Vietnam, où un studio d'animation était en difficulté. On l'a repris en 2011 parce qu'on cherchait à rajouter des activités d'animation dans notre périmètre. Il faut savoir que ce qu'on fait pour nos clients, ce sont 2 choses. D'un côté, on produit les parties artistiques de jeux vidéo. Donc on a beaucoup d'artistes 3D qui vont travailler pour le compte de nos clients. Et de l'autre, on a des ingénieurs, des développeurs qui vont développer soit des parties de jeux, soit des jeux complets.
Donc pourquoi Shanghai ou Chengdu? Parce que ce sont des villes qui forment dans leurs universités beaucoup d'artistes, beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi le Vietnam? Parce que l'animation. L'expansion a continué ensuite puisqu'on a monté un 4e studio en Asie au nord-ouest de la Chine, à Xi'an. Et on a ensuite continué à monter ou racheter des studios dans des villes où il y a des clusters de clients en fait. On a racheté un studio l'année dernière à Los Angeles parce que c'est la capitale du contenu, et on a ouvert un studio, comme tu le disais à l'instant, à Montréal aussi l'année dernière, parce que c'est devenu une des grandes capitales du jeu. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment est structurée l'entreprise aujourd'hui? Où est-ce que vous faites quoi? Qu'est-ce qui est centralisé à Singapour? Qu'est-ce qui est géré de manière régionale, locale? Comment est-ce qu'on structure une opération comme celle-ci? En fait, on a 2 réseaux aujourd'hui. On a un réseau de studios, avec de grands studios en Chine, des studios de taille plus modeste en Occident, puisqu'en complément des studios que j'ai déjà évoqués en Chine, au Vietnam, on a également un gros studio en France, un gros studio à Dublin, et puis des petits studios en Amérique du Nord, donc un réseau de studios. Et l'autre réseau, c'est un réseau commercial. On a des représentants dans tous les pays où il y a des grands éditeurs de jeux vidéo, et ces représentants sont chargés d'identifier et de faire remonter des opportunités vers les studios. Ensuite, en fonction de l'expérience des équipes et la disponibilité des équipes, on va allouer la bonne équipe à l'opportunité qui se présente. Donc 2 réseaux qui sont coordonnés par un siège qui était au départ à Shanghai et qu'on a bougé en 2018 à Singapour. On va rebondir là-dessus justement. Pourquoi déjà déplacer le siège de Shanghai à Singapour, et pourquoi Singapour spécifiquement? Par exemple, on parle souvent de Hong Kong comme étant la porte de la Chine et qui permet d'avoir une entrée depuis le monde occidental. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple par exemple de faire Hong Kong, et qu'est-ce qui vous a poussé à le déplacer ici? En fait, Shanghai, c'est une porte d'entrée fantastique, idéale pour accéder au marché chinois. Donc, les plus de 10 années qu'on a passées à Shanghai ont été fantastiques. Ceci dit, quand on se développe au niveau mondial, avoir un siège en Chine n'est pas forcément idéal. Surtout quand on a plus de 50% de son chiffre d'affaires qui est fait avec des clients américains, et qu'on voit le jeu de tension qui existe entre États-Unis et Chine. Donc, au fur et à mesure qu'on s'étendait en dehors de Chine, on s'est dit qu'il serait peut-être préférable d'avoir un siège en dehors de Chine. Donc on a étudié différentes options. Celle qu'on a retenue, c'est Singapour, à la fois parce que Singapour, c'est une place vraiment indépendante de la Chine, et d'autre part parce que c'est une place dans laquelle il est facile de s'installer et d'opérer. On cherchait autre chose en bougeant de siège. On cherchait également à recruter des talents, des profils de managers internationaux qui existent en Chine, mais qui sont finalement en nombre tellement limité par rapport à l'immensité de la demande que les grandes entreprises ont pour ces talents en Chine, que quand on est une société de taille moyenne comme nous, avoir accès à ces talents, c'est très difficile. À Singapour, c'est plus facile, et donc ça nous a permis de recruter des profils de très fort potentiel qu'on aurait du mal à trouver à Shanghai. Donc vous prenez la décision de bouger le siège à Singapour. De là, comment tu procèdes? Comment est-ce que tu installes une entreprise à Singapour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on voit que le gouvernement de Singapour est bien organisé. Parce qu'ils ont passé en 2017 une nouvelle loi qui permet ce qu'on appelle la redomiciliation. Ça, c'est un système qui existe dans peu de pays. Par exemple, en France ou à Hong Kong, c'est pas possible. Et qui permet de prendre une société existante et de simplement changer son pays, changer son adresse, mais en gardant tout ce qui constitue la société intacte. En choisissant cette solution, on a pu bouger une société holding qui existait déjà, qui possède différentes filiales en Asie, la bouger, l'installer à Singapour, sans avoir besoin de refaire nos contrats, l'organisation des filiales dans les différents pays. Alors, comme c'était une nouvelle loi, on a quand même un peu essuyé les plâtres, ça a mis 6 mois, mais c'était quand même beaucoup plus efficace, plus rapide, que si on avait dû recréer une société from scratch et ensuite faire racheter les actifs existants à cette société. Alors
Alors Gilles, on va en profiter pour briser quelques mythes. Déjà, le mythe qui fait toujours beau à Singapour. On vient de commencer à filmer, le temps a complètement changé, donc il est possible qu'on termine ce tournage sous l'orage. Mais les mythes dont je voulais parler, c'était surtout sur le fait de monter une entreprise en Asie, de travailler avec des Asiatiques. Je connais un petit peu ta position sur le sujet, donc ça m'amuse de te poser la question, mais c'est aussi parce que je sais que c'est l'une des préoccupations très importantes des fondateurs qui viennent du monde occidental. Comment est-ce que c'est de travailler avec des équipes multiculturelles qui ont des Singapouriens, des Malaisiens, des Indiens, des Vietnamiens, mais aussi mixés avec des Anglais, des Français, des Américains? Oui, effectivement. Alors, moi, je suis pas un très bon client pour les consultants en management multiculturel et toutes ces formations, parce que je considère deux choses. La première, c'est que 90% de la différence culturelle, c'est la langue. Donc, si on est sérieux, si on veut sérieusement réduire les différences culturelles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par apprendre la langue et montrer à la personne en face qu'on est capable d'aller vers elle. Il ne s'agit pas d'être bilingue, mais il s'agit de montrer qu'on est prêt à faire un effort pour aller vers la personne. Et le deuxième point, c'est qu'en termes de management, ce qui motive les gens, au fond, c'est basé sur la psychologie humaine. Et le fond, la psychologie humaine, au fond, elle est très semblable d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Ce qui motive un collaborateur, c'est d'entrer dans un contrat qui soit un contrat fair, honnête, c'est d'être reconnu pour le travail qu'il fait, d'être respecté, d'avoir le potentiel d'évoluer. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Je n'ai jamais vu un pays où... alors, il peut y avoir des dosages différents, mais les fondamentaux sont les mêmes. Donc, mon principe, c'est on apprend la langue pour réduire la barrière, et deux, on traite ses collaborateurs comme des humains, on les respecte, on les écoute, et quand on fait ces deux choses-là, à mon avis, on a déjà traité 90% du problème. Et alors tu parles d'apprendre la langue, c'est effectivement super important, notamment en Chine par exemple, mais à Singapour, l'avantage c'est que tout le monde parle anglais en plus. Absolument. La langue à Singapour n'est pas une barrière. On est implanté dans d'autres pays où la langue est un vrai enjeu, le Vietnam par exemple, et c'est très important pour nous d'avoir au Vietnam des dirigeants de studio qui sont soit vietnamiens, soit étrangers, mais parlant couramment le vietnamien, et donc vraiment capables de rentrer en phase avec leur équipe. On vient de parler du management culturel, et là, mon conseil c'est si vous voulez investir du temps, il faut investir du temps dans la langue. En revanche, là où la culture est importante, c'est pour comprendre comment est-ce que les clients, comment est-ce que le consommateur consomme ou achète. Là, il y a des vraies différences et qui méritent de se pencher. On ne mange pas la même chose, on n'achète pas les mêmes choses dans les différents pays, à la fois pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons simplement de pouvoir d'achat. Donc, investir beaucoup de temps pour comprendre comment les clients ou les consommateurs se comportent, ça me semble essentiel. Tu parles ma langue, parce que je suis un expert en design thinking. Ce que tu dis en gros, c'est se concentrer en permanence sur l'être humain et comprendre la psychologie de l'être humain avec lequel tu t'interagis, que ça soit pour travailler avec eux ou pour consommer les produits. Absolument. On peut être, à mon avis, on peut être totalement ignare sur la culture chinoise, mais simplement en faisant un effort pour apprendre quelques rudiments de langue d'une part, et d'autre part en étant bien à l'écoute et en faisant des efforts pour comprendre ou répondre aux attentes des gens qu'on a en face de soi, on peut manager de manière très réussie en Chine. Alors si le défi principal, ça n'a pas été la diversité culturelle et le mélange justement des cultures au sein de ton organisation, quels ont été les principaux défis du développement d'entreprise au cours de ces années? Un des premiers défis quand on s'installe en Chine, et qu'on ne parle pas la langue, c'est de trouver des gens qui peuvent faire les intermédiaires. Donc la constitution de l'équipe de base, de l'équipe de départ, est un vrai enjeu. Je pense que la deuxième difficulté à laquelle on est confronté, c'est de réaliser à quel point l'idée qu'on a, le business concept qu'on a, est défendable. On est dans un pays qui est immense, qui est en développement très rapide, où il y a une culture de l'entrepreneuriat qui est très forte, et donc une pression concurrentielle également très forte. Et le risque est grand
de rentrer en se disant « Ah, j'ai une idée géniale » et de sous-estimer la vitesse à laquelle la même idée, le même service peut être mis en œuvre par des personnes qui sont déjà implantées depuis longtemps sur place, connaissent très bien le terrain et donc sont capables d'aller plus vite. Donc être réaliste par rapport à la capacité à défendre son business et la vitesse à laquelle on peut avancer versus la vitesse de concurrents potentiels, ça c'est un vrai écueil. Alors une petite transition, on l'avait annoncé, ça n'a pas manqué, on a pris un orage sur la tête. C'est pas grave, c'est une bonne opportunité, du coup comme on était à 2 pas de chez toi, on en profite pour venir dans les bureaux de Virtuos et on va donc rebondir sur ce qu'on disait sur la découverte de l'Asie. Ce que j'aimerais bien qu'on regarde maintenant, c'est un petit peu la carte de l'Asie, notamment de l'Asie du Sud-Est. On a Singapour et vu par les yeux d'un entrepreneur de la tech, comment est-ce que on fait le mapping un petit peu de cette région, notamment en termes de talent. Tu parlais de managers internationaux à Singapour. Comment est-ce que tu regardes les autres pays de la région? Où est-ce que tu vas chercher quelle fonction, à quel endroit pour Virtuos? Alors, je vais le faire en commençant par parler de ce que je connais, c'est-à-dire le jeu vidéo. Pour faire du jeu vidéo, il faut en gros des artistes, des designers et des ingénieurs. Et notamment des ingénieurs qui sont capables de coder très près de la machine. Donc plutôt des ingénieurs qu'on appelle bas niveau, par opposition au haut niveau. Si on regarde donc la carte de l'Asie, la Chine est forcément un pays incontournable vu l'immensité du talent pool. On trouve en Chine, il y a peut-être plus d'une dizaine de villes dans lesquelles on pourrait monter un studio de développement qui en quelques années peut compter plusieurs centaines de personnes. Et je pense que ce que je dis par rapport aux jeux vidéo, ça s'appliquerait également à la plupart des domaines informatiques. Des entreprises de développement peuvent trouver des centaines d'ingénieurs dans un grand nombre de villes, ce qu'on appelle les villes, les capitales, mais également les villes secondaires chinoises. Et de ce point de vue-là, la Chine est unique. Il n'y a aucun équivalent nulle part ailleurs en Asie. Ensuite, si on se rapproche de Singapour, il y a des pays qui sont intéressants, mais on est juste redescendu à une échelle beaucoup plus modeste. Nous, on est très content d'être au Vietnam, qui est un pays de grande taille, parce que c'est 100 millions d'habitants, et dans lequel on trouve de très bons ingénieurs, de très bons artistes. À côté de Singapour, on a la Malaisie, pays plus petit, 30 millions, où pareil, on peut trouver des artistes et des ingénieurs de très bon niveau. Là, Singapour, on est tout de suite à une échelle beaucoup plus réduite. C'est comme Hong Kong, puisqu'on parle de moins de 10 millions de personnes, entre 5 et 7. Et donc, il ne faut pas s'implanter à Singapour pour pouvoir monter une équipe de développement très importante. Une petite équipe de développement, c'est sans doute possible, mais dès qu'on veut monter en taille, on va vite se cogner au mur. D'autres pays qui sont intéressants, peut-être pour des travaux plus simples, moins de pointe, sont l'Indonésie, la Thaïlande. Sont des grands pays, des pays qui ne comptent pas forcément un grand nombre d'universités, et donc sur lesquels on peut trouver des développeurs web, par exemple, de bon niveau. Mais dès qu'on va vouloir s'attaquer à des choses plus pointues, le nombre de candidats potentiels va être assez restreint. Donc en résumé, un vrai monstre, la Chine, et ensuite d'autres possibilités, mais plus restreintes en potentiel. Et avec moins de compétition, comme tu disais tout à l'heure, la Chine a énormément de compétitivité aussi. Alors, la concurrence, oui, elle est très importante, mais partout en fait. Enfin, dans la tech, je ne connais pas un seul endroit, un seul pays où il n'y a pas de concurrence sur les talents. Donc, si j'ai le choix entre un pays où le talent pool est petit et un pays où le talent pool est plus grand, à un niveau de concurrence comparable, je vais préférer aller dans le pays où il y a un talent pool plus grand. Il faut regarder la carte de l'Asie sous un autre angle, qui est la question du marché potentiel. Alors là aussi, je peux commencer par le jeu vidéo, et c'est un peu le même constat. Il y a un monstre qui domine, hein, le marché du jeu vidéo, c'est 175 milliards,
La Chine, c'est le premier marché au monde avec 45 milliards. Les États-Unis sont derrière avec 40. Et à titre de comparaison, la France, c'est 6 milliards. Si on reste en Asie, le deuxième marché, c'est le Japon, 20 milliards. Et le troisième, c'est la Corée, avec une dizaine de milliards. Donc on voit qu'on descend très vite. En dessous de ces trois plus gros marchés, il y a l'Indonésie à 2 milliards. Et ensuite, il n'y a pas un seul pays qui fasse plus d'1 milliard. Thaïlande, Vietnam, Malaisie, tout ça, c'est des marchés à moins d'1 milliard. Singapour, Hong Kong, moins d'1 milliard. Donc du point de vue des marchés consommateurs, il y a vraiment deux mondes, deux échelles complètement différentes en Asie. Alors si ensuite on se pose la question de quelles opportunités il peut y avoir pour des entreprises de la tech. Là aussi, je crois qu'il y a, pour dégrossir le terrain, je pense qu'il faut regarder déjà B2B versus B2C. L'ensemble de l'Asie se développe plus rapidement que l'Europe. L'économie est plus porteuse. Et ça veut dire que dans la plupart des pays asiatiques, il y a de belles opportunités B2B. Et donc ensuite, ça va être une question de quelle est la taille de la société, quelle est sa capacité à s'attaquer à plusieurs marchés à la fois. Mais j'ai du mal à penser à un pays d'Asie dans lequel il n'y ait pas de belles opportunités B2B en tech. Alors le plus bel exemple de la société tech B2B française qui réussit en Asie, c'est Dassault Systèmes. Les grandes villes asiatiques sont en pleine effervescence, les industries se développent très rapidement. Donc pour eux, c'est un gâteau fantastique dans lequel taper. Et ce qui est vrai pour eux est sans doute vrai pour pas mal d'autres sociétés de tech B2B. Sur le B2C, là, il y a une vraie dichotomie, je pense. Il y a, puisqu'il y a un marché peut-être qu'on pourrait appeler de luxe ou de pointe, sur lequel il y a de belles niches à aller chercher. Dans beaucoup de pays asiatiques, on trouve des villes très développées, avec une bourgeoisie riche, capable de se payer des produits de luxe. Et c'est par exemple ce qui a attiré sans doute De Vialet, le producteur d'enceintes high-tech français, à s'installer en Chine et à Singapour. Mais ensuite, si on regarde le moyen de gamme ou le bas de gamme, là, il y a une vraie difficulté. On est dans ce continent qui est le plus compétitif au monde, où la plupart des produits high-tech sont développés, produits. Et donc on va se retrouver sur ce créneau-là face à une concurrence extrêmement rude, notamment sur les coûts et sur les prix. Voilà comment en quelques mots, j'attaquerai le sujet qui est un vaste sujet. Et donc pour toi, comment ça se traduit en termes de définir ta stratégie commerciale et de placer tes équipes de manière stratégique justement sur le territoire? Nous, on est sur un marché B2B mondial. À l'intérieur de ce marché mondial, l'Asie est le deuxième plus grand marché pour nous après les États-Unis. Et à l'intérieur de l'Asie, c'est en Corée et au Japon qu'on trouve nos plus grands clients asiatiques pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont des méthodes de développement de jeux qui sont plus sophistiquées que celles qu'on trouve en Chine. Et donc c'est plus facile d'interagir avec eux en tant que clients, ils sont plus structurés dans leur organisation. Et deuxièmement, nos clients chinois, on en a quelques-uns, mais beaucoup se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire appel à nous, alors qu'ils peuvent monter leur propre studio en Chine. Donc pour nous, l'Asie, c'est en termes de clientèle, c'est principalement le Japon et la Corée. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre implantation géographique? Une seule chose, qui est que dans les studios qui doivent collaborer avec ces pays, il faut qu'on s'assure qu'on ait recruté des personnes qui parlent la langue. Très important d'avoir des producteurs, des chefs de projet japonais, coréens ou bilingues japonais, bilingues coréens dans ces studios. Alors notre chance, c'est que comme la Chine est proche de la Corée et du Japon, il y a beaucoup d'échanges d'étudiants entre les deux pays, donc on arrive à trouver ce type de talent. Et donc tu parlais tu parlais de l'Asie comme un pool de développement incroyable, etc. Pourtant, vous avez ouvert un studio en France il y a quelques années. Quel est l'intérêt pour une boîte asiatique montée par un Français d'avoir un pied justement dans l'Hexagone? On est une boîte asiatique, oui, mais alors on est aussi ce qu'on appelle une EFE, une entreprise des Français de l'étranger, fière
de nos origines françaises. On a un studio à côté de Paris, à Cergy-Pontoise, qui s'est monté dans les 2 premières années et qu'on fait grandir régulièrement, puisqu'il emploie aujourd'hui plus de 70 personnes. On est en train de regarder monter ou racheter un 2e studio en France, parce qu'en France, on trouve des talents en développement, pas seulement en développement d'ailleurs, en art, en design, qui sont très forts, et aussi parce qu'on est au cœur de l'Europe, et donc il y a une proximité avec les clients européens qui est très intéressante. Donc en termes de stratégie, nous on cherche à être présent dans des pays qui ont de grands talent pools, où on va pouvoir monter de grands studios, parce que l'échelle est importante, mais il faut aussi qu'on soit présent près de nos clients. Et donc, avoir un studio de bonne taille en France répond à cette nécessité. Donc puisqu'on parle de structurer l'entreprise, d'avoir des studios ici, là, etc., on en parlait un petit peu plus tôt off the record, je ne sais pas si on peut en parler sous la caméra. Tu parlais de l'attractivité de l'industrie du gaming. On peut extrapoler ça un petit peu dans toute l'industrie de la tech aujourd'hui où il y a énormément d'engouement par rapport à ça. Quelle est l'approche des investisseurs? Est-ce que tu as est-ce qu'il est facile de trouver des investissements en Asie? Est-ce que c'est la même manière de courtiser les investisseurs ici que ça serait en Europe par exemple? Peu de temps après avoir monté la société en Chine, en 2006, donc 2 ans après la création, on a fait un premier tour de financement de quelques millions de dollars avec un VC chinois. À ma connaissance, c'était la première fois qu'un entrepreneur français faisait un deal avec un VC chinois ayant pignon sur rue. Ça a été intéressant. Ils ont été de très bons investisseurs. Ils nous ont accompagnés pendant plusieurs années. On en a fait rentrer d'autres quelques années plus tard et ça s'est bien passé également. Donc oui, il est possible pour des entrepreneurs étrangers de lever des fonds en Asie. La bottom line est très importante dans ces pays. Le fait qu'on ait été rentable très très vite a, je pense, fortement aidé, sécurisé ces investisseurs pour rentrer chez nous. Et fast forward 15 ans plus tard, on est sur un marché qui évidemment sur des marchés financiers qui ont évidemment fortement évolué parce que une industrie qui semblait très risquée pour des investisseurs il y a 15 ans a démontré sa capacité à croître rapidement, à générer des profits, sa résilience face aux crises qu'on connaît. Et donc on peut dire que le jeu vidéo aujourd'hui est un secteur très chaud pour les investisseurs. Alors, on parle de crise justement, la pandémie est arrivée au milieu de tout ça et d'une belle aventure. Comment ça s'est traduit pour toi la crise sanitaire internationale, enfin pour Virtuos encore plus? Mars 2020, je me disais, oulala, zut, c'est peut-être pas très malin d'avoir 2 tiers de nos talents en Chine. Et on a eu un vrai coup de chaud, on s'est fait vraiment peur parce que les studios ont dû rester fermés pendant 3 semaines. Mais en fait, on a réagi très fortement. Le pays lui-même a réagi très fortement aussi. Et donc, en 3 mois, c'était effacé. En 3 mois, c'était réglé. À fin mai, on avait déjà récupéré une activité normale et livré tous les clients qu'il fallait livrer. Et du coup, aujourd'hui, quand je vois le décalage qu'il y a entre la manière dont les sociétés fonctionnent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, je me dis que finalement, avoir 2 tiers en Asie, c'est pas mal, quoi, parce qu'il y a une vraie résilience, une vraie capacité à faire face à ce type de défi qui fonctionne en Chine et en Asie. C'est indéniable. Et pour revenir un petit peu sur la partie support que tu peux trouver en Asie, donc on a parlé des investisseurs privés. Il y a ici à Singapour une agence qui s'appelle l'Economic Development Board, qui est l'agence qui est en charge de l'attractivité de Singapour auprès des étrangers, notamment des boîtes de la tech. Est-ce que vous les avez rencontrés durant le process d'installation? Comment est-ce qu'ils ont soutenu, eux, l'installation de Virtuos à Singapour? Oui, alors l'IDB, ce sont des gens, ils sont très bien organisés, très bien renseignés. Ils nous avaient approché, je crois qu'il y a une dizaine d'années, pour qu'on vienne monter un studio de jeux vidéo sur Singapour. Monter un studio sur Singapour, ça ne nous est pas apparu comme étant forcément la meilleure idée, vu l'étroitesse
du talent pool en artistes et en ingénieurs. En revanche, quand s'est posé la question de comment on accélère l'internationalisation du groupe et où est-ce qu'on va mettre notre siège pour ça, là, ils ont été un interlocuteur évident. Donc très bien organisé, avec un ensemble de services et d'avantages à proposer aux entreprises qui veulent s'implanter à Singapour. Je pense que les trois principales. Un, ils fonctionnent un peu comme un one-stop shop, donc ils sont capables de répondre à la plupart des questions qu'on se pose quand on réfléchit à une implantation. Deux, si l'investissement répond à certains critères, ils sont capables de proposer des réductions sur l'imposition sur les premières années. Et troisièmement, si on implante une équipe de R&D, ils ont un système de subvention qui est très bien fait, moins intéressant que le crédit d'impôt recherche en France, mais néanmoins bien fait, qui permet de réduire le coût de la R&D. Et c'est quelque chose auquel on a fait appel ici. Donc pour résumer, un bon interlocuteur qui répond un peu à toutes les questions quand on veut s'implanter et donc plutôt les mettre assez tôt dans la réflexion. Des gens qui ont une vraie approche business, c'est-à-dire qu'on fait un deal avec eux et dans le deal, il faut qu'on apporte des choses qui les intéressent pour obtenir en retour des choses qui puissent nous être utiles. Et si on ne vient pas avec quelque chose qui les intéresse, les chances d'obtenir un deal sont limitées. Et ça s'inscrit un petit peu dans la culture qu'on peut rencontrer ici de faut s'impliquer sur le long terme et il faut venir apporter de la valeur sur le long terme pour qu'effectivement on soit trop sérieux. Oui, complètement. Alors Gilles, ça fait de nombreuses années que tu es en Asie, près de 20 ans si je dis pas de bêtises, une partie en Chine, donc dans l'Asie du Nord, une partie en Asie du Sud-Est. Tu es aussi conseiller du commerce, tu parles à beaucoup d'entrepreneurs. Quelles sont d'après toi, pour les entrepreneurs à la tech en particulier, les bonnes raisons pour penser à l'Asie comme une zone d'expansion? Pour moi, il y en a deux qui sont essentielles. La première, c'est que c'est le continent dans le monde qui croît le plus rapidement. Et notamment en Asie du Sud-Est. Encore une fois, je prends l'exemple du jeu vidéo, mais je pense qu'il s'applique à d'autres industries. L'Indonésie, c'est aujourd'hui le pays qui connaît la plus forte croissance en termes de marché, plus de 30% par an. 30% par an. Donc, qui dit croissance, dit plus d'opportunités pour les entrepreneurs. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une population qui adopte les nouvelles technologies très rapidement. Il y a une avance terrible prise non seulement en Chine, mais également dans tous les pays de la zone, sur l'utilisation de toutes les applications mobiles pour toutes les activités de la vie quotidienne. Le paiement par téléphone mobile, par exemple, est quelque chose qui est courant et adopté par plus de 50% de la population depuis plusieurs années maintenant. Ok, donc des bonnes raisons, mais aussi un bon moment pour le faire, parce que voilà, c'est le right timing pour s'installer ici. Je pense que c'est plus facile de nager avec le courant. Hein. Donc, on a un courant, une croissance qui est très forte en Asie. À mes yeux, une des raisons principales pour lesquelles il faut s'intéresser à ce continent. Et je rebondis là-dessus, un des aspects qui effraie souvent les entrepreneurs européens, c'est le fait que ce soit un marché très fragmenté, notamment en Asie du Sud-Est, et donc pour certains qui n'ont pas forcément dans leur stratégie le fait de s'implanter en Chine tout de suite, en Asie du Sud-Est, on voit souvent ça comme un puzzle qu'il est assez difficile à reconstituer. Comment tu vois ça, toi, en étant ici? Je pense qu'il faut regarder quelles sont les ressources dont on dispose. Parce que pour réussir dans un pays, quel qu'il soit, il faut être capable d'y investir un peu d'argent, bien sûr, mais surtout du temps. Et donc, notamment d'y envoyer des équipes, une équipe, sans doute de plusieurs personnes, capable de travailler le marché dans la durée. Envoyer juste une personne soutenue du bout des lèvres par un siège qui est à 12 000 km, ça marche très rarement. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. On a des exemples de sociétés qui vendent des produits en Asie, du jeu vidéo notamment, sans avoir de présence physique, aucune présence physique. Mais je ne pense pas que ça s'applique à l'ensemble des sociétés. Ce qui s'applique à l'ensemble des sociétés, c'est qu'il faut avoir une petite équipe sur place, dans la durée,
et un siège qui soit à l'écoute et qui ait une vraie volonté d'adapter ses produits ou ses services aux besoins du marché local. Le sujet de conversation numéro 1 avec des dirigeants de filiales d'entreprises implantées à Singapour ou en Asie, c'est comment je fais pour faire comprendre à mon siège quelles sont les adaptations à faire pour que mon produit ou notre formule puisse réussir dans le pays. Donc, ça sert à rien de se dire on va s'attaquer à l'Indonésie ou la Malaisie ou Singapour si on n'a pas, suffisamment de personnes à envoyer pour couvrir réellement ces marchés, et 2, une vraie volonté de faire des efforts, de s'adapter. Tu m'offres une super opportunité de connecter ça avec les autres vidéos de la série, puisque on parle de la phase justement avant de se lancer avec Hélène de OVH, et Richard de Dataiku va notamment couvrir toute la partie la relation entre le siège ici et le siège en France pour les entreprises qui ont un siège en France. Donc c'est un super plug. Donc par rapport à la fragmentation, je pense qu'il faut choisir un point d'entrée après avoir étudié différentes options. Les différentes options vont varier en fonction du secteur, des forces de l'entreprise, etc. Il faut commencer quelque part, avec le long terme en tête, cette volonté de s'adapter. Peut-être un point supplémentaire par rapport à la Chine, parce que la Chine, c'est ce marché tellement énorme que il offre énormément d'opportunités. Et donc, une petite société peut tout à fait, à de fortes chances, si elle s'accroche bien, de trouver un début de marché, une niche sur laquelle se développer. On a des dizaines d'exemples de ce type-là. En revanche, dès que la taille et dès que l'ambition est plus importante, je pense à des sociétés de taille moyenne maintenant, là il y a un vrai challenge parce que on est face à une concurrence tellement rude que si on n'est pas un vrai numéro 1 déjà sur son marché en Europe, avec des moyens financiers vraiment importants, faire face à la concurrence, ça va être extrêmement difficile. Et j'ai vu beaucoup de sociétés moyennes se faire balayer parce qu'elles n'avaient pas les reins suffisamment solides, ni un leadership, une marque suffisamment forte pour s'imposer face aux monstres. Donc la Chine, c'est soit on est un nain malin, soit on est un monstre. Mais entre les deux, c'est très risqué. Deux petites dernières questions pour conclure. Après tant d'années, qu'est-ce qui te tient en haleine et qu'est-ce qui continue de t'exciter par rapport à cette région ? On en a déjà parlé, c'est vraiment ces deux aspects. D'une part, le fait d'être dans un environnement qui évolue de manière positive rapidement. Tous ces pays, la Chine, le Vietnam, Singapour, la Malaisie, sont des pays qui progressent et où l'économie est porteuse. Et deuxièmement, où il y a une population qui a envie de progresser, d'apprendre, qui est adepte des nouvelles technologies, donc avec laquelle c'est vraiment sympa de travailler en fait, d'échanger. Et donc pour la fin, moi je suis un débutant là-dessus, il y a forcément une question super importante que j'ai oublié de te poser, ça serait quoi ? Quel est le prochain pays dans lequel on va s'implanter ? Voilà, quel est le prochain pays dans lequel vous allez vous implanter ? On en a deux en tête. Alors, on en a un dans lequel on a déjà démarré, qui est à côté d'ici, à côté de Singapour, qui est la Malaisie. Donc, on a en ce moment une équipe d'une vingtaine de personnes qui est en train de former ce qui devrait devenir un très beau studio à Kuala Lumpur. Et on est très très près de pouvoir monter aussi un studio au Japon. Donc le Japon, deuxième marché du jeu vidéo en Asie, troisième marché mondial. On y a beaucoup de clients et on pense qu'on aurait beaucoup à gagner à avoir un vrai studio à Tokyo. Et alors tu as fait cet exercice plusieurs fois. Est-ce qu'à chaque fois c'est des nouvelles aventures, des nouvelles difficultés, ou alors est-ce que tu as l'impression que le process devient de plus en plus simple à mesure que tu ouvres des nouvelles opérations dans les nouveaux pays ? C'est toujours une histoire d'homme en fait. Donc le process il a deux niveaux. Une réflexion pour s'assurer qu'il y a un vrai potentiel dans le pays, qu'on va trouver ce qu'on espère y trouver. Et deux, quelle est l'équipe, quelle est la core team qui va comprendre le pays ou qui est du pays et qui va pouvoir réussir. Par exemple pour la Malaisie, on a trouvé 3-4 Malaisiens dont
un qui était déjà chez nous à Singapour, qui avait envie de rentrer dans leur pays pour monter un beau studio de jeux vidéo. Donc je pense que ça va être une très belle aventure pour eux. Et pour l'instant, ils réunissent tous les critères de succès. Ouais, super, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, encore plus de succès et merci d'avance pour tous les entrepreneurs qui pourront bénéficier de tes conseils et qui viendront s'installer ici en partie grâce à toi. Merci, je pense qu'on a avec la French Tech à Singapour une communauté qui est assez vibrante et accueillante et donc on se réjouit d'accueillir de nouvelles têtes et de les encourager à investir ici. Merci beaucoup Gilles et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir assisté à cette masterclass avec Gilles de Virtuose. J'espère que ça vous a plu. Voilà les insights qu'il faut en retenir. Singapour is the... C'est le hub idéal pour les entreprises françaises qui souhaitent s'installer en Asie. Sa neutralité la protège des risques liés aux tensions entre la Chine et les US. C'est l'un des pays les mieux classés en termes de facilité pour y faire des affaires. Les infrastructures sont sans comparaison. Le pool de managers internationaux à haut potentiel est très élevé. Et pour les industries importantes pour Singapour, et donc la tech, l'Economic Development Board saura offrir des incentives permettant de faciliter votre installation. Donc, pas besoin de tortiller du clavier pour savoir où s'installer, c'est ici. Singapour, c'est un hub, pas une destination finale. C'est un lieu idéal pour s'installer. Structurer ses équipes en Asie demandera de sortir des frontières pas très éloignées de notre belle île. Des marchés comme l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, ou plus au nord, la Corée, le Japon, la Chine, demanderont d'y déployer des opérations ou d'y créer des partenariats stratégiques avec des acteurs qui connaissent le marché, parlent les langues locales. Par ailleurs, si avoir son top leadership à Singapour fait beaucoup de sens, il n'en est pas forcément de même pour ses équipes tech ou commerciales. L'Asie est un marché fragmenté et à chaque fragment, on a les avantages et ses inconvénients. Une croissance vertigineuse et une adoption fulgurante. Le marché asiatique, malgré la pandémie, reste le marché avec le plus gros, le plus rapide potentiel de croissance au monde. Et à l'exception de la Chine, de la Corée et du Japon, Hong Kong et Singapour évidemment, il est relativement peu sophistiqué. C'est un terrain de jeu bien moins concurrentiel que les US, encore, chargé en capitaux et donc une opportunité incroyable pour nos pépites tech. Mais ça va pas durer. Ici, les habitants sont asiatiques, mais ils sont avant tout humains. Donc l'Asie est mystérieuse, elle fait peur, c'est un peu lointain de nos cultures, mais en réalité, la moitié de la planète, elle est surtout composée d'êtres humains, avec des aspirations pas si lointaines que les nôtres. Donc apprenez un peu la langue, trouvez des intermédiaires pour faire le pont, apprenez à écouter, et vous parviendrez comme les entrepreneurs qui participent à ce programme à développer un business sur un marché qui a une fin incroyable. Se donner les moyens. Tout cela ne marche que si on se donne réellement les moyens de son ambition. On ne s'attaque pas à la Chine, un marché 20 fois plus grand que la France, ou à l'Asie du Sud-Est, dont la population, la taille est équivalente à celle de l'Europe, avec un stagiaire et un couteau suisse. Préparez le terrain, identifiez les marchés clés pour votre offre, soyez prêts à l'adapter à la demande locale, et montez une équipe qui soit correctement dimensionnée, et avec les bonnes compétences et les bonnes connaissances du marché. Et enfin, contactez la French Tech. La French Tech compte des communautés dans tous les pays les plus dynamiques de la zone. La communauté française est super friendly, elle est prête à vous recevoir, donc contactez-nous. On peut vous aider à avoir une lecture beaucoup plus claire de cette magnifique région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vous voir très vite à Singapour. D'ici là, likez, partagez avec vos potes entrepreneurs et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!